Bonjour. Aujourd'hui, on va voir un nouveau chapitre sur le logiciel système et les systèmes d'exploitation et les programmes utilitaires au sein d'un ordinateur. Je suis Sofiane Mahatli et je suis l'instructeur de cette session. Donc, le but de ce chapitre est d'être capable de comprendre la différence entre le logiciel système et le logiciel d'application. Généralement, on a lorsqu'on va installer le système d'exploitation, donc le système d'exploitation peut être considéré comme étant un logiciel, voilà, c'est un logiciel système. Et les logiciels des applications, ce sont des logiciels qu'on va l'ajouter, qu'on va l'installer sur l'application en cours, en fait. Donc, il faut être capable d'expliquer les différentes fonctions d'un système d'exploitation, de discuter certaines façons dont le système d'exploitation améliore l'efficacité du traitement. Un troisième point, c'est énumérer plusieurs façons dont le système d'exploitation diffère les uns des autres. Bon, sur le marché, on trouve plusieurs systèmes d'exploitation, Windows, Linux, etc. Donc, on va voir la différence entre eux. Même pratiquement, on va essayer de faire des démonstrations pratiques. On va aussi nommer les systèmes d'exploitation les plus utilisés actuellement, que ce soit sur les ordinateurs personnels et les serveurs. Voilà, je vais essayer de faire des démonstrations pour bien éclaircir les choses. Cinquièmement, on va indiquer plusieurs appareils autres que les ordinateurs personnels et serveurs qui nécessitent un système d'exploitation. S'il y a une machine qui nécessite un système d'exploitation, donc, on doit l'expliquer. Et après, dans un point 6, on va discuter le rôle des programmes utilitaires. Voilà, les programmes utilitaires qu'on a besoin sur le système d'exploitation. Et bien sûr, on va décrire les tâches exécutées sur ces programmes. Et après, dans un point 7, on va décrire à quoi pourrait ressembler le système d'exploitation dans le futur. Voilà, donc le plan de ce module est le suivant. Donc, on va voir les logiciels système et les logiciels d'application. On va expliquer les systèmes d'exploitation. Les applications des systèmes d'exploitation pour les ordinateurs personnels et les serveurs. On va expliquer aussi les systèmes d'exploitation les appareils mobiles, pour les grands ordinateurs. Et après, on va discuter des programmes utilitaires et finalement le futur du système d'exploitation existant sur le marché et son futur. Donc, généralement, tout ordinateur existant, il nécessite un logiciel pour fonctionner et effectuer les tâches de base. Donc, généralement, un ordinateur, c'est quoi? C'est de hardware. Et on a besoin d'un software qui va permettre à l'utilisateur, l'interaction de l'utilisateur et le hardware. Donc tout ça, on appelle ça, c'est le logiciel qui va effectuer ces tâches-là. Donc le logiciel, il peut fonctionner en arrière-plan à tout moment. La différence, il y a une différence entre le logiciel système et les logiciels d'application. Donc, le logiciel système, c'est le logiciel avec lequel le système démarre, par exemple le système d'exploitation Windows. Vous voyez. Donc, généralement, si on focalise sur le logiciel système, on a deux catégories. On a la première catégorie, c'est les systèmes d'exploitation. Et la deuxième catégorie, ce sont les programmes utilitaires qu'on a besoin pour fonctionner quelques, bien sûr, éléments sur la machine. La machine. Donc, il y a des fonctions et des différences majeures entre les systèmes d'exploitation. Si je prends les systèmes d'exploitation, il y a plusieurs.
systèmes existants sur le marché. Il y a le Windows, de Microsoft, il y a le Linux. Même dans le Linux, on a plusieurs versions et plusieurs, bien sûr, types. Les programmes utilitaires, bien sûr, s'exécutent généralement en fonction du support pour le système d'exploitation. Voilà. Donc, on va faire la différence entre le système, logiciel système et le logiciel d'application. Donc, le logiciel système, c'est quoi? C'est un système ou le logiciel qui comprend le système d'exploitation et ses programmes utilitaires. Voilà. Donc, ceci est le système d'exploitation. En fait, généralement, c'est une image préparée par qui? C'est une image préparée par le fournisseur. Par exemple, si nous sommes sur Microsoft, donc Microsoft, elle a ce qu'on appelle des systèmes d'exploitation, aussi bien pour Linux. Je peux vous faire une petite démonstration. Les images de Linux au système d'exploitation Windows, ils ont un format comment? Ils ont un format comment dirais-je, c'est ISO, on appelle ça ISO qui existe au début. Donc, actuellement, je fais une petite recherche sur les systèmes d'exploitation existantes sur le marché, que ce soit de type Windows ou voilà, j'ai une petite latence. Euh, voilà. Actuellement, mon système déjà installé, c'est un système, comme vous voyez, c'est un environnement Windows. Voilà, je mets juste, voilà, voilà. Pour chercher un système d'exploitation sur Microsoft, donc c'est très simple. Donc on écrit par exemple sur Google Microsoft Download Center. Donc c'est le centre de téléchargement de Microsoft. Donc, il y a plusieurs liens. Tu peux choisir peu n'importe le lien. Voilà. Et là, puisqu'on travaille on cherche les systèmes, les machines et n'est pas les applications. Donc, je vais voir les machines Windows. Ouais, ici, il va te donner un ensemble d'applications. C'est pas les images. Donc, ici, ce sont des applications Windows qu'on peut installer sur la machine, des mises à jour, etc. Et pour moi, je cherche, par exemple, le Microsoft Download Center. ISO. Voilà, les images ici, elles sont sur la format ISO. C'est la format brut. Donc là, je fais download. Il y a plusieurs liens. Je peux ouvrir deux ou trois liens. Si j'ai besoin, donc l'image est type Windows. Voilà. Et donc là, vous pouvez créer Windows 10 installation. Donc, je peux le créer, je peux télécharger. Voilà. 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 Download now. Et on peut lancer. Voilà. C'est un moyen pour la préparation du système. Et pas besoin, peut-être. Et je vais faire Windows. Ça sera comme ça. Windows 10 ISO. Vous voyez? Comme ça, télécharger, vous voyez, télécharger une image disque Windows. Voilà. Et là, vous pouvez télécharger, il y a plusieurs options de téléchargement. Voilà, donc il y a des moyens pour télécharger. Par exemple, et toujours ici, il faut faire attention. Il faut télécharger à partir d'une source fiable. Vous voyez, c'est Microsoft. Il faut éviter les images autres que Microsoft parce que peut-être des images non fiables. Je peux faire par exemple Windows 10
Ça sera mieux. Il faut bien choisir les mots-clés, bien sûr. Microsoft Download Center. Voilà. Non. Je peux faire Windows Server peut-être 2022. Voilà. Ah, c'est pas il faut choisir Evaluation Center. Ça. Oui. C'est Microsoft. Voilà, c'est Evaluation Center. Evaluation. Voilà. Et là, c'est le centre d'évaluation, à partir de laquelle on peut télécharger des images ISO du système qui sont valides 180 jours. Voilà, il te donne tout, hein. Les systèmes, les différents systèmes Microsoft, Windows 11, Server 2022, SQL Server. Par exemple, si vous avez besoin d'une machine client ou serveur, ça dépend. Et là, si j'ai besoin de machine 11, voilà, je peux faire télécharger. Vous voyez, Get for free, je télécharge l'image et là, je dois remplir ce chemin-là. Donc, je peux, par exemple, ici, je remplis ce fichier. C'est-à-dire comment on peut obtenir une image facilement, de façon gratuite, sans payer, c'est-à-dire une source fiable. Utiliser. Et je vais, hum, choisir la Tunisie. Voilà. Et là, vous avez pas mal d'images. Vous voyez ici les images qu'on peut les télécharger en plusieurs langues, anglaise, voilà, ISO, Chinese, French, German, etc., etc. Et comme ça, vous pouvez télécharger l'image et on peut le déployer. Bien sûr, cette image, une fois téléchargée, on peut le déployer. Donc, vous avez, comme on a déjà dû expliquer l'autre fois, le déploiement de l'image peut être fait de plusieurs façons. Donc, on peut le mettre sur un CD ou DVD. On peut le mettre sur un flash disk bootable. On appelle ça bootable parce qu'à partir de laquelle de ce flash, la machine, elle peut faire le boot. Le boot, c'est pour le démarrage à partir d'un flash et bien sûr extrait des fichiers bien déterminés pour le boot et l'installation des fichiers système qui s'avère très important ici dans notre environnement. Voilà. Ceci est valide aussi pour les machines Linux aussi. C'est ça le but, hein. Voilà, mais on va faire après des démonstrations sur l'installation. Donc, comme j'ai dit, voilà, pour le logiciel système, on a vu comment on peut télécharger un système d'exploitation. Donc, on a aussi ces programmes ou ces logiciels système, ils permettent l'ordinateur de démarrer, c'est-à-dire voilà, on dit démarrer, se lancer, etc. Lancer des programmes et d'applications, c'est-à-dire sans ce système d'exploitation, nous sommes incapables de lancer ce type de programme sur nos machines. Voilà. Il va faciliter les tâches importantes, il va protéger, bien sûr, votre ordinateur contre toute utilisation non autorisée. Voilà, donc c'est built-in sécurité, c'est-à-dire que le système d'exploitation il va permettre, par exemple, de sécuriser l'accès. Voilà, donc ici, si vous voulez, on fait une petite démonstration sur la protection des utilisateurs. Donc ici, vous êtes sur machine Windows 10, vous avez ce setting-là. Et là, vous pouvez faire ce qu'on appelle des comptes. Vous voyez, des comptes utilisateurs. Bon, ici, il y a les sign-in options, c'est-à-dire comment on va accéder à cette machine. Donc, il y aura des passwords,
des Windows Hello, Windows Hello Face, Windows Hello PIN, c'est-à-dire je mets à la place de mot de passe un code PIN, des clés de sécurité. Voilà. Euh, on peut aussi créer ce qu'on appelle Family and Users. Par exemple, voilà, changer le password de l'utilisateur. Voilà. Je peux connecter la machine à un compte. Vous voyez ici, un compte, que ce soit peut-être un compte Microsoft aussi. Voilà, donc je peux se connecter à un compte Microsoft, un compte professionnel. C'est à vous de choisir, hein. Il y a plusieurs types de comptes qu'on peut les utiliser. Voilà, tout ça, c'est pour la sécurité de votre compte et votre système. Après, on a la partie logiciel d'application. Et donc, le logiciel d'application, ce sont les logiciels qu'on va l'installer où? Sur le système d'exploitation. Donc, ici. Donc, on va l'installer ici. Mais il permet d'effectuer des tâches bien déterminées. Bien sûr, ici, ça dépend, hein. Chaque utilisateur, il a ses programmes bien déterminés. Donc, un exemple qu'on peut le faire, c'est organiser et lire les fichiers multimédia, transférer des vidéos et des photos numériques, éditer des vidéos et des photos, créer des films, copier des CD et des DVD, créer des diaporamas. Donc, il y a plein d'exemples. Donc, ici, le système d'exploitation, c'est un ensemble de programmes qui gèrent les activités qui se roulent sur l'ordinateur. Donc, c'est un logiciel installé sur l'ordinateur. Il démarre l'ordinateur, il lance les logiciels d'application, il assure toutes les actions demandées par un utilisateur, il gère toutes les ressources associées à votre ordinateur, il facilite la connexion Internet, c'est-à-dire ce système-là, comment je peux gérer les connexions sans fil, connexions câblées, etc. Il sert en fait à être l'intermédiaire entre l'utilisateur et l'ordinateur. Voilà. Donc, au système d'exploitation, on ne peut rien faire. Donc, vous avez une machine bête. Donc, par exemple, ici, je peux imprimer des fichiers. Voilà. L'utilisateur, il permet d'imprimer des fichiers avec une imprimante bien déterminée. Voilà, c'est l'imprimante. Ici. Donc, les fonctions de base ou essentielles, c'est que le système d'exploitation, c'est une interface avec le système, avec l'utilisateur. Donc, l'un des principaux rôles, c'est que système d'exploitation, il va traduire les instructions utilisateurs sous une forme compréhensible par l'ordinateur. Il traduit également toute rétroaction de matériel. C'est un moyen par lequel un système d'exploitation ou tout autre programme interagit avec l'utilisateur. Les interfaces utilisateurs peuvent être basées sur le texte ou sur des graphiques. Et voilà, le système Mais ce n'est pas toujours le cas, hein. Donc, ça dépend. Le système d'exploitation utilise une interface graphique utilisateur, ben, mais dans d'autres systèmes d'exploitation, on utilise, voilà, donc, dans certains, surtout dans le serveur, on utilise des terminals. Vous voyez, c'est un terminal qu'on peut l'utiliser, surtout dans les machines Linux. Donc, la première tâche qu'on peut l'exploiter avec ce système d'exploitation, c'est qu'on peut allumer l'ordinateur. Voilà, l'ordinateur il est éteint, on peut l'allumer facilement. Donc, il contient un noyau, c'est la partie essentielle du système d'exploitation et il reste chargé en mémoire pendant que le processus se démarre. Il reste en mémoire tout le temps que l'ordinateur il est allumé et afin qu'il soit toujours disponible. Avant la fin du processus de démarrage, le système d'exploitation il va déterminer les périphériques.
Voilà, on a déjà parlé, hein, des périphériques. Et donc, pour déterminer les périphériques sur une machine, donc Microsoft, Windows, on a ce qu'on appelle device. Device, device ou les gestionnaires des périphériques. Et voilà, il va gérer toutes les périphériques de votre machine. Voilà. On a déjà parlé de ça l'autre fois. On a des périphériques audio, on a des batteries, des Bluetooth, des caméras. Caméras, peut-être c'est la caméra intégrée hein, sur la machine, l'ordinateur. Voilà. L'adaptateur d'affichage, le firmware. On a des keyboards. Voilà, le moniteur, il y a des cartes réseau pour, voilà, là j'ai plein de cartes réseau. Il y a aussi des imprimantes, des processeurs de sécurité, etc. Donc on a plein de devices qu'on peut le gérer facilement sur notre ordinateur. Voilà ici, donc zone de notification, j'ai des processus aussi pour voir les... donc ici, il y a ce qu'on appelle le run. Hmm, hmm. Il y a le gestionnaire des tâches. Gestionnaire. en- Voilà, task manager. On appelle ça le gestionnaire de tâches. Il va vous donner, c'est-à-dire une vision sur le système et les fichiers qui sont en cours d'exécution. Par exemple, ici. Comme vous voyez, il y a plein de fichiers qui sont en cours d'exécution. Par exemple, vous avez de Edge, mais ce sont des programmes qui sont peut-être des programmes système et des logiciels qui sont en cours d'exécution non système, bien sûr. Hein. Vous voyez, il y a plein de systèmes. Il va vous donner le consommation en CPU, en mémoire, en disque, en network, en GPU, il y a d'autres. Hein. Donc, il y a les services ici. Il y a les utilisateurs, un seul utilisateur. Voilà. On a les performances réseau, les performances du disque, carte réseau, etc. Une autre étape, c'est la configuration des appareils, c'est-à-dire ce que une fois que vous voulez installer des périphériques sur cette machine, on peut l'ajouter facilement. Donc, il y aura toujours des logiciels de ces périphériques qu'on va l'ajouter. Ce logiciel il va aider à à ce qu'on appelle au dialogue entre la machine et le périphérique. Donc, on a le gestionnaire des cartes réseau. Donc, voilà, carte réseau, c'est là. Par exemple, ici, vous avez des Wi-Fi. Voilà, je peux gérer les cartes réseau. Donc, j'ai les cartes réseau Ethernet. Je peux changer les adaptateurs options pour voir la liste des cartes réseau. Donc, voilà, j'ai des Ethernet de VMware. Ici, c'est ma carte sans fil. Je peux voir les propriétés de cette carte sans fil. Donc, voilà. Donc, vous avez les travail en IPv4. J'ai quelques configurations qu'on appelle ça DHCP dynamique. Donc, je prends et je peux, par exemple, déterminer avec l'invite de commande l'adresse. Donc, ici, puisque c'est l'adresse ici donnée, c'est comment? C'est une dynamique DHCP automatique. Donc, j'ai pas l'adresse actuelle, mais je peux le déterminer. Voilà, je peux faire une commande qui s'appelle ipconfig. Et puisque je suis connecté ici avec le sans fil, donc mon adaptateur, il s'appelle Wi-Fi. Et cet adaptateur Wi-Fi, il a ces adresses-là. Donc, ce sont les adresses.
indexé sans fil. Mais, outre que cette adresse qui est une adresse privée, la machine, normalement, elle a une adresse publique. Vous voyez? Et on peut le déterminer aussi, hein. Donc, voilà. Par exemple, pour tester la connectivité à Internet, je peux faire, voilà, tu prends google.com et voilà, il répond. La machine Google qui a l'adresse 142.250.200.196, c'est ça la machine. La gestion entre les deux faite qu'on a déjà expliqué avec le DNS qu'on appelle le serveur de résolution des noms, Domain Name Resolution. Voilà. Je continue la démonstration et donc là, on a vu la carte réseau. On a aussi la gestion et le suivi des ressources et des emplois. Donc, lorsque vous travaillez sur votre ordinateur, le système d'exploitation, il va gérer en permanence les ressources de votre ordinateur. Si un problème il survient, le système d'exploitation, il va avertir l'utilisateur et tente de corriger le problème. Voilà. Si le problème ne peut pas corriger par le système d'exploitation, généralement, si on a des soucis, on peut faire un redémarrage, bien sûr, pour rafraîchir les performances surtout. Dans le cadre de la gestion des ressources système, le système d'exploitation, il planifie les travaux à exécuter à l'aide de ces ressources. Voilà. Donc, je peux gérer les fichiers. Comment gérer les fichiers? C'est-à-dire, je peux, sur un disque, créer des fichiers de dossiers. Dans des dossiers, je crée d'autres fichiers, etc. Et donc là, si vous voyez, vous avez des fichiers système, voilà, Windows, drivers ou autres. Donc, je peux créer des fichiers dans ce dossier qui s'appelle mes documents et je peux créer les différents utilisateurs ici. Voilà. Et je peux voir, par exemple, ici, je suis sur mes documents, je peux ouvrir un fichier, new, je peux faire un nouveau ou ouvrir, hein. Ça dépend. Par exemple, si j'ouvre celui-ci, je peux faire new folder. Voilà, un dossier. Et dans ce dossier, je mets un autre fichier, par exemple, un fichier de type texte. Voilà, test. Voilà, donc, test. Et j'enregistre ce travail-là. Comme ça, je peux organiser facilement les fichiers qu'on peut utiliser sur notre système. Ces fichiers-là, une fois utilisés, donc je peux les organiser. Ça dépend des dossiers, d'une hiérarchie. Donc, s'il y aura une hiérarchie bien déterminée, choisir intermédiaire dans la société, hein, ou comme ça, on peut gérer facilement nos fichiers, nos dossiers, en toute sécurité, bien sûr. Donc, je peux gérer les fichiers, il y a différents types, hein, de fichiers type doc. C'est .docs, .txt, .html, .pdf, .odf. Les programmes sont du type .exe, .com, les programmes, les audios, les vidéos, il y a plein d'extensions et fichiers. Donc, le système d'exploitation, on peut le protéger par des mots de passe, c'est-à-dire par des logins de mots de passe. On va voir après, juste après, lors de la création d'une machine virtuelle, qui va nous demander que ce soit la machine sur Azure, sur Microsoft ou sur Linux, elle va demander des logins et mots de passe. C'est pourquoi? Parce qu'on doit s'authentifier pour prouver que il s'agit de la bonne personne sur la machine. Donc, il y a des caractéristiques biométriques, on a déjà vu ça, les limites d'accès ici. Donc, on peut limiter que ces utilisateurs qu'on va les créer, ils ont des accès aux utilisateurs autorisés seulement. Voilà, la majorité des systèmes incluent d'autres fonctionnalités de sécurité, bien sûr. Par exemple, ils sont
Lorsque tu installes, par exemple, Windows, vous avez le Defender qui, par défaut, il va être installé avec le système d'exploitation. Il y a des techniques de traitement pour une efficacité accrue. Donc, le système doit être multitâche. Donc, on peut faire l'ouverture de plusieurs programmes à la fois, sans la possibilité d'effectuer plusieurs tâches à la fois. Pratiquement tous les systèmes d'exploitation informatique prennent en charge la multitâche. Cette multitâche permet à un utilisateur de travailler avec plusieurs programmes à la fois. Le processeur tourne entre les tâches de traitement. Le processeur a plusieurs cœurs peuvent exécuter. Bon, ça dépend. Un processeur, une chipset électronique. Donc, on peut le personnaliser. Ça dépend du cœur acheté, etc. Il y a ce qu'on appelle le multithreading, c'est un travail en séquence d'instructions. C'est-à-dire, par défaut, si la machine elle traite les informations un par un, donc c'est avec une vitesse bien déterminée, mais dans certains cas, il a la capacité de traiter deux informations dans un même instant. Et donc là, on va gagner du temps et on va éviter le gaspillage du temps pour l'accès à notre système. Donc, on a multi-traitement et traitement parallèle. Donc, on peut commencer par la vérification d'orthographe et de documents de traitement, commencer la navigation web, vérifier votre courrier, effectuer les calculs de la feuille de calcul, vérifier l'orthographe et des documents texte, terminer le chargement, etc. Donc, si on est dans un concept de multitâche, multithreading, ça sera en parallèle. C'est-à-dire le laps de temps qu'on va le consommer ici, c'est moins, c'est à peu près la moitié. Voilà. Donc, on va traiter des actions en parallèle. Ces deux actions à la fois, ces deux actions à la fois, etc. On peut gérer aussi les mémoires sur le système. Donc, il y aura des techniques de traitement pour une bonne efficacité accrue. Donc, vous avez des disques, des mémoires. Donc, il y aura des pages de programme où des données sont copiées de la RAM vers la zone de mémoire virtuelle du disque dur et les pages sont recopiées dans la RAM au fur et à mesure qu'elles sont nécessaires au traitement. Comme plus d'espace dans le RAM est nécessaire, les pages sont copiées dans la mémoire virtuelle, plus supprimées de la RAM, puis supprimées de la RAM. Le processus d'échange se poursuit jusqu'à ce que le programme ait fini d'exécuter. Dans certains cas, on parle de mémoire tampon et de la file d'attente. La file d'attente, c'est pour gérer les queues. On appelle ça les files d'attente. Donc, il y aura, donc, dans certains cas où le processeur devrait attendre que ses périphériques qui sont plus longs terminent leur travail. Donc, la solution, c'est que la plupart des systèmes d'exploitation actuellement utilisent la mise en mémoire des tampons et la mise des files d'attente. Donc, il y aura des mémoires tampons donc dans la zone RAM du disque et au disque dur et elle est destinée à contenir les données utilisées par différentes périphériques. Donc, exemple, ici, j'ai plusieurs documents que je vais l'envoyer au tirage. Et donc, ici, il y aura du printing, il y aura, je peux annuler, je peux restaurer, etc. Donc, ici, on va détecter la différence entre les systèmes d'exploitation. Donc, on distingue les systèmes d'exploitation avec ligne de commande, comme les terminals Linux, et les utilisateurs graphiques, c'est-à-dire j'utilise un bureau, un bureau. Et voilà, donc ici, je continue cette page, donc il y aura, voilà, donc avec terminal et graphique. Donc, je vais vous montrer donc comment on va lancer ces deux machines-là. Donc, je vais faire une petite démonstration. Actuellement, pour la démonstration, c'est juste, hum, je vais utiliser une plateforme qui s'appelle
Juste un moment. Donc, ici, pour la démonstration, je vais utiliser une plateforme sur le Cloud Azure. Donc, cette plateforme, elle va permettre de faire des démonstrations pour vous, parce que le temps d'exécution, ça sera moins long que les machines qu'on utilise souvent. Donc, maintenant, j'ai besoin d'un code pour l'authentification. Juste un moment. Donc, j'ai besoin d'un code d'authentification. Donc, je vais l'insérer sur la machine. Juste un moment. Parce que je dois s'authentifier, parce que c'est un peu sécuriser le système. Donc, je dois s'authentifier. Donc là, il y a un code qu'on doit l'utiliser. Voilà, voilà. Donc nous sommes sur la plateforme. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer. Bon, peu importe le cloud Azure, ici, je vais utiliser un service pour les machines virtuelles. Euh, Juste, j'ai quelque chose à supprimer parce que c'est très important ici dans notre environnement. Voilà, donc je vais créer des machines virtuelles. Voilà. Donc je vais créer pour vous deux machines, une Windows 10 et l'autre euh, trois machines pour la démonstration. Donc je vais créer la première machine, ça sera une machine Windows 10 pour voir la différence hein, entre les deux. Donc ici, je crée par exemple Mid Ocean, Mid Ocean. Voilà. Donc Windows 10. Bon, peu n'importe ici, juste je vais voir. Voilà. Je choisis la machine, la version Windows 10. Et là, comme vous voyez, il a besoin de la région. J'ai pas besoin de ça. Voilà. Vous voyez ici, on a parlé de la sécurité. Donc, l'utilisateur a besoin, pour accéder à la machine, on a besoin d'un compte utilisateur. J'utilise un compte, mon choix, un login et un mot de passe complexe. Voilà. Donc, je suis là. J'autorise le RDP parce que la machine, ça sera créée à distance. Donc, pour l'accès vers la machine, on utilise un protocole qui s'appelle RDP pour les machines Windows et pour Linux, on utilise un SSH. Et après, je fais comme ça et je valide. Donc, je valide les informations.
Voilà, donc une fois validé, j'attends un peu la création. Oh, il te dit il y a quelques soucis peut-être sur la création. Hmm. Donc là, je peux, par exemple, je vais changer la zone. Je vais changer la zone. Il y a des problèmes sur la région, peut-être. Je vais pas utiliser, j'ai pas besoin de redondance parce que ce sont des paramètres supplémentaires sur le système. Donc, il va valider, hein. Donc, toujours, il te dit, voilà. Donc, je rafraîchis un peu la page. Mes douches, on a créé mes douches, Windows 10 dans la région France centrale. Je sais pas, Windows 10 Pro. J'utilise toujours les mots de passe pour la création. J'attends la validation des paramètres. Voilà, les paramètres ils sont validés. Donc, qu'est-ce qu'on a créé? Une machine Windows 10 à France centrale avec la version système d'exploitation Windows 10 avec un login et mot de passe et un RDP. Voilà, je fais créer. Donc, on attend un peu la création. On va prendre combien de temps? Voilà, il va faire le déploiement. Donc, on doit attendre un peu du temps.
Donc, on doit attendre un peu, s'il vous plaît. Sinon, je peux créer une autre machine Linux entre-temps pour gagner un peu de temps, si vous voulez. Donc, je vais créer une machine Linux. Le but, c'est de vous montrer la différence. Donc, je le nomme Linux. Voilà, Linux, comme vous voulez. Vous voyez ici la liste. Donc, on a toute une liste Ubuntu. Vous connaissez les images. Donc, on a le Ubuntu Server. On a le Ubuntu Server 2018. Le 6, c'est un système Linux. Le Red Hat, RHOL, c'est Linux aussi. Le Debian, mais ils l'ont à Windows Server 2016, 2019, etc. J'utilise par exemple ce Windows Server. Et pour l'accès à Windows Server, vous avez deux méthodes, soit en clé publique SSH, soit en mot de passe. J'utilise par exemple le mot de passe. Et voilà, donc ici, je ouvre la machine. Hop. Et voilà, vous voyez ici que les protocoles utilisés ne sont pas les mêmes. Sur Windows RTP, ici c'est SSH. Je vais voilà, vérifier. Voilà, donc, et créer. Donc j'attends un peu la validation. Et maintenant, on va créer. Donc elle va prendre du temps, il faut patienter un peu, s'il vous plaît, pour qu'on puisse continuer. Voilà, donc le déploiement est effectué. Donc une fois effectué, je me connecte sur la machine Linux. Comme j'ai dit, j'ai créé une machine Linux. Donc pour connecter à une machine Linux, et le but c'est de vous montrer l'accès, hein. Donc on a un terminal sur ma machine physique. Donc cette machine Linux, elle est créée quelque part dans une région, je sais pas où, c'est quelle région ici? C'est France centrale. Mais je suis sur la machine Windows. J'ai un remote desktop. Non, c'est pas le remote desktop. Celui-ci, c'est pour les machines Windows. Mais Linux, on a un terminal qui s'appelle PuTTY. Voilà, c'est ça l'utilité. C'est-à-dire que par défaut, sur ma machine physique, j'ai pas de PuTTY. J'ai installé ce PuTTY-là. C'est un programme, voilà, pour voir la différence entre les différentes programme système et le programme qu'on doit le télécharger pour faire telle tâche. Maintenant, j'ai téléchargé ce petit-là pour se connecter à cette machine. Donc, je tiens cette adresse IP publique. En fait, il y a le privé et le public, mais le public qui est routable sur Internet. Je mets ici le code et voilà la machine avec un port 22 et le protocole SSH. Et je me fais suivant. Yes. Voilà. Il te demande le login. Le login, c'est déjà donné dans la création. Je tape le mot de passe. Hop.
Et voilà. Ouais, vous êtes sur un terminal Linux. Il n'y a pas d'interface graphique. Voilà. Seulement avec les commandes. Voilà. PWD, il va nous donner le home. LL, il va nous donner la liste des fichiers sur ce dossier, etc. On peut faire mkdir file. Voilà. ls. Voilà. File, il est là. Je peux faire cd file. J'entre dans file. ls, il n'y a rien. Je peux faire touch file.txt. ls. Je peux ouvrir le fichier via le file. Voilà. Je peux voir test. Je peux écrire quelque chose. Test Metution. C'est un fichier comment tu prends. Voilà. Cat file. C'est un fichier moi file. Voilà. Il y a test Metution. Vous voyez, là, je travaille seulement avec un terminal. Mais je bascule maintenant sur la machine Windows pour voir la différence. L'idée, c'est que vous puissiez voir la différence. Donc, voilà la Windows. Et pour la Windows, j'ai dit, il faut utiliser le RDP. Donc, pour le RDP, il faut utiliser cette adresse. Hop. Et voilà, j'utilise mon mot de passe. Et voilà. Ah, je demande le mot de passe. Ah, et voilà. Vous êtes où? Vous êtes sur une machine Windows 10 qui est vierge, que je viens de créer. Vous voyez l'utilité bon, j'ai créé sur le cloud, mais ça revient au même, hein. Une machine Windows, c'est le cloud, sur on-prem, sur VMware, sur Azure, ça revient au même. Et maintenant, on peut jusqu'à la démarrage. Toujours en attente, donc on attend la création de la VM. Et voilà, quelques settings de base. Et voilà, nous sommes sur une machine vierge. Voilà, connectée à Internet, câblée sur le cloud. Donc, vous pouvez utiliser cette machine, hein. Voilà, c'est une machine Windows 10. Voilà. Donc, voilà la différence. On va voir la différence. Vous avez deux terminaux. L'un avec interface graphique, c'est le Windows. L'autre avec le terminal. Et c'est ça l'objet du cours, hein. C'est de voir la différence entre les deux. On a dit que c'est une interface de commande. L'autre, c'est une interface utilisateur qu'on peut l'utiliser. Il y a des catégories de systèmes d'exploitation. Il y a le système client, système d'exploitation. On appelle ça le shell. Le shell, c'est l'interface noire, hein, qu'on a déjà montré. Si on appelle ça le shell. On peut installer des logiciels d'application, des logiciels d'impression.
Vous avez un serveur de réseau, voilà, ici. Il va faire de l'impression vers une imprimante au réseau. Ah, il y a beaucoup, hein. Donc, ici, c'est l'ordinateur. Je peux aussi voir les différents types des systèmes d'exploitation actuels. Ils sont conçus pour être utilisés avec des types de processeurs spécifiques. Un nombre de processeurs plus spécifiques conçus pour les processeurs de 32 et 64 bits. Les processeurs 64 bits ils peuvent traiter jusqu'à deux fois les machines avec cycle d'horloge de processeur 32 bits. Il peut adresser juste plus de 4 Go de RAM. L'utilisation d'un système d'exploitation 64 bits avec un ordinateur 64 bits peut aider à accélérer les tâches et l'exécution des tâches sur la machine. Donc, à mesure que des nouvelles technologies tendances émergent, les systèmes d'exploitation doivent être mis à jour afin de prendre en charge les technologies aux tendances. Donc, il y a des technologies qui deviennent obsolètes. Les fabricants de systèmes d'exploitation doivent décider quand la prise en charge de ces technologies cessera. Les fabricants de matériel doivent également réagir aux nouvelles technologies introduites. Voilà. À mesure que de nouvelles technologies ou tendances émergent, les systèmes d'exploitation doivent être mis à jour afin de prendre en charge des nouvelles technologies ou tendances. Donc, il y aura des technologies qui deviennent obsolètes. Les fabricants de ce système ou les développeurs des systèmes d'exploitation doivent décider quand la prise en charge de ces technologies cessera. Voilà. Donc, on a dit le CMD ou le DOS. Le DOS, c'est le suivant. Donc, si je peux faire le DOS, donc voilà. Donc, je peux faire le dir, on va lister les fichiers. Il y a aussi le CD. CD, c'est pour entrer. Donc, je peux faire ls dir. Voilà, par exemple, cd-for ce fichier-là, ce dossier-là. J'ouvre et je vais dire, c'est pas ls, c'est du Linux. Et je trouve les fichiers système ici. Avec leur taille, la date de modification, ça on a l'ancienne date de consultation, etc. On peut trouver tout. Mais il y a aussi un autre terminal, je pense. Voilà. Bon, il y a un autre terminal qui s'appelle PowerShell. Très important ici. Donc ici, voilà, il y a ce PowerShell là et il y a un autre qui s'appelle PowerShell ISO. Vous devez connaître ça parce que il est trop demandé sur le marché d'emploi côté écriture du script. On appelle ça l'écriture du script. Et là, le PowerShell, par exemple, il fonctionne avec les commandes de base du Microsoft, le CMD. Par exemple, ici, il va faire le dir. Ouais. Mais il travaille avec le LS aussi. Le dir et LS sont à peu près équivalents. Il travaille aussi avec des verbes, vous voyez ici, c'est avec un langage spécifique, par exemple, get, c'est toujours tirer, verbe tirer, non. Vous voyez, get tirer, par exemple, le net adapter, vous voyez ici, c'est-à-dire je peux faire insérer, ou je peux faire copier et utiliser ça. Get adapter, c'est-à-dire affichez-moi les adaptateurs de mon système, hein. Donc, c'est très important. Et voilà. Get net adapter. Il va t'afficher les différents paramètres de votre système. Très important. Je reviens à mon autre travail.
Donc, il y aura des différents types de Windows. Il y a Windows 1, Windows 7, mais ils deviennent obsolètes. Tout ça, c'est de obsolète. Mais le Windows 7 aussi est obsolète. Le 8, actuellement, nous sommes sur la version Windows supportée par Microsoft. J'ai déjà démontré ça dans l'approvisionnement de la machine. Mais il y a aussi les machines Windows Server. Voilà. Donc, il y aura des machines Windows Server et Windows Home Server. Donc, les Windows Server sont des machines. Donc, dans la version, elle est conçue pour être utilisée comme serveur. Donc, voilà, les Windows Server, c'est pas la dernière la version. Actuellement, c'est le Windows Server 2022 qui est la dernière version de Windows Server utilisée, conçue pour utiliser pour les systèmes petits et grands, prise en charge de la virtualisation et des cloud computing. On a déjà évoqué le chaîne de cloud. Donc, le Windows Home Server c'est un système d'exploitation utilisé pour le but de, euh, comment dirais-je, à usage domestique et préinstallé sur les périphériques du serveur domestique, conçu pour fournir des services pour un réseau domestique. Voilà. Être configuré pour sauvegarder tous les appareils de maison. Voilà. Quoi d'autre? Euh, voilà, donc on a plein de fonctionnalités à travers ce système. Voilà. Donc ici, quelques icônes. On a des fenêtres, des notifications, des icônes, etc. Il y a le système Linux que je viens de montrer. Donc, on a un système qui est développé dans les années 80-60 dans les laboratoires Bell en tant que système d'exploitation pour les serveurs de milieu de gamme. C'est un serveur d'exploitation multi-utilisateur, multitâche, c'est-à-dire sur la même machine, on peut se connecter plusieurs serveurs. Il existe de nombreuses versions Unix. Il y a d'autres nombreux systèmes d'exploitation basés sur Unix. Il y a le macOS aussi. Le problème ici est que de nombreuses versions Unix ne sont pas compatibles entre elles. Lorsqu'un programme écrit par un système informatique Unix, il est placé vers un autre système exécutant une autre version. Peut-être il va engendrer un peu d'incompatibilité. Donc, la solution, c'est de faire une communauté qu'ils appellent open source. Oui. Qui va superviser le développement des spécifications de Unix. Il est certifié Unix et qui sont conformes au son environnement. Donc, on a déjà vu le système Unix, mais sur les serveurs de type Linux, toujours, on n'a pas de terminal là, mais sur le système bureau, on a des terminaux qu'on peut les utiliser facilement dans nos infrastructures. Il y a aussi d'autres systèmes d'exploitation comme le Chrome OS, dans lequel il y aura un navigateur web qui répond aux besoins de l'ordinateur pour accéder à des ressources web. Il remplace les systèmes d'exploitation du bureau traditionnels comme le Windows, disponible à préinstaller dès que l'appareil, l'écran au Chromebook.
Donc, il y aura d'autres terminaux qu'on peut utiliser, intégrer, qui va utiliser des systèmes d'exploitation Windows ou non. On a Windows Embedded, Windows Phone. Donc, Windows Embedded, c'est une famille de systèmes d'exploitation basés sur Windows, conçus principalement pour les appareils grand public et industriels qui ne sont pas des ordinateurs personnels. Voilà. Il y a le Android, il y a le iOS, il y a le BlackBerry, c'est des systèmes d'exploitation. Et il prend en charge le multitâche, la messagerie électronique. La dernière version, c'est iOS 10. Il y a aussi le Linux mobile qu'on peut utiliser. Il existe aujourd'hui d'autres systèmes d'exploitation mobile basés sur Linux. Il y a Firefox OS, Tizen. Voilà. Pour les grands ordinateurs, les ordinateurs les plus grands utilisent parfois un système euh, conçu pour eux seulement. De nombreux serveurs et mainframes exécutent aujourd'hui des systèmes d'exploitation qui sont conventionnels comme le Windows, Linux. Dans les superordinateurs, on utilise souvent le Linux parce que c'est plus stable que le système Windows. Donc après, on va basculer vers les programmes utilitaires. On a déjà vu que, par exemple, le PuTTY, je dois l'installer pour se connecter à une autre machine. Je dois installer, par exemple, le Norton, des antivirus de Kaspersky ou autres, des programmes pour la gestion des fichiers. Voilà. Donc, je peux gérer les fichiers, je peux ouvrir des fichiers, je peux déplacer des fichiers Word, Excel, des dossiers, etc. Je peux organiser mon environnement de travail sans aucun souci. Donc, je peux copier, déplacer les fichiers et les dossiers. Voilà, c'est glisser les fichiers, copier les fichiers, supprimer les fichiers, etc. Et je peux renommer des fichiers et des dossiers et je peux supprimer soit de corbeille, soit définitivement de mon machine. Donc, pour renommer, c'est très simple, hein. Donc, je peux vous faire une démonstration. Voilà, renommer. Voilà, test, texte. Voilà. Et je peux renommer aussi le dossier. Donc, il y a des outils de recherche. Voilà, je mets des mots-clés. Il va me chercher pour la rapidité, en fait. Il y a des tools pour le diagnostic du périphérique. Je peux faire des checks. Vous voyez ici, des checks sur le hardware, optimiser le hardware. Donc, lorsque des programmes sont désinstallés, ces données doivent rester de ce programme peuvent être laissées sur le disque dur ou des fichiers système. C'est-à-dire que je ne peux pas éraser tout dans, dans l'installation. Si un utilisateur supprime le programme, en supprimant les défauts du programme, toutes les données superflues sont laissées derrière, utilisant un espace disque précieux et ralentissant l'ordinateur. Dans certaines fonctionnalités, les désinstallations sont intégrées à la plupart des systèmes d'exploitation. Souvent, une option de désinstallation sont également incluses dans le dossier d'un programme lorsque ce programme est installé à l'origine. Les utilitaires de nettoyage sont conçus pour supprimer les fichiers, surtout et pour vider un peu, libérer le disque. Certains programmes de nettoyage spécialisés sont conçus pour localiser les informations inutiles dans le registre de Windows et d'autres fichiers système à supprimer. Voilà, donc ici, je peux cliquer pour compresser des fichiers sélectionnés en un seul fichier si j'ai pas d'espace.
Cliquez pour extraire les fichiers et les presser avec un emplacement spécifique. Je peux par exemple exclure tous les dossiers de sauvegarde historique des fichiers, voir les paramètres avancés pour spécifier le programme, la fréquence d'enregistrement et du fichier. Voilà, donc ici, je peux installer des programmes d'antivirus, par exemple l'antivirus, anti-spyware, Farpeur et d'autres programmes de sécurité informatique. Juste pour vous montrer ici, c'est que sur ce RDP, on a ce qu'on appelle le Defender. Vous connaissez, voilà le Firewall Defender. Il est là, malgré la machine, il est nouvelle. Il est sur on, et dans certains cas, si je dois fermer, donc je dois entrer dans propriété, et là, donc ici, je peux le mettre sur off, public sur off, mais le domaine, non. Donc le domaine, je vais faire le or bloc d'action. Donc ici, c'est un défenseur de la machine Linux qu'on a déjà créé, de la machine Windows qu'on a déjà créé sur Azure et dans lequel on trouve un système de défense, de sécurité, Defender Firewall qui est déjà créé. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le futur du système d'exploitation, c'est le suivant. Donc, le futur euh, des configurations des systèmes d'exploitation est incertain, mais qu'on en attend s'ils continuent à devenir plus conviviaux en termes, soit principalement pilotés par une interface vocale, tactile ou gestuelle. Les systèmes d'exploitation sont également susceptibles de continuer à devenir plus stables et surtout préparer en préparant ou en restaurant les fichiers du système selon votre besoin. Des améliorations continuent presque certainement à être apportées dans les domaines de synchronisation et de la coordination des données et des activités entre les divers appareils informatiques et de communication d'une personne. Voilà. Les systèmes d'exploitation de bureaux et mobiles continueront probablement de converger en un seul système d'exploitation à mesure que ces appareils continuent à converger. Avec l'omniprésence d'Internet, les systèmes d'exploitation à l'avenir pourraient être utilisés principalement pour accéder aux logiciels disponibles via Internet ou d'autres réseaux au lieu d'accéder aux logiciels. C'est-à-dire c'est qu'on ne va pas se limiter sur les machines existantes ou les machines en local ou les programmes locaux. Je peux se connecter à des logiciels, surtout sur le cloud computing ou autre réseau qui peut être bénéfique dans mon environnement de travail ou notre environnement de travail. Voilà. Hum, voilà, cette partie du cours a été achevée. C'est juste ici pour vous créer une petite démonstration. Par exemple, si je veux faire une création d'un dossier, voilà, file. Dans ce dossier, je peux créer un nouveau dossier, new. Bon, c'est en anglais, file 1. Je peux créer un nouveau fichier, file 2. File 2, file 3. Pour chaque fichier, je peux créer une image, un texte
Et donc, comme ça, je peux naviguer facilement dans les fichiers ou créer des fichiers sur mon ordinateur sans aucun souci. Voilà. Je peux même créer sur les machines Linux. Ici, c'est sur le CMD. J'ai démontré aussi le PowerShell. Ici, c'est le PowerShell. Je peux faire dire ls. Je peux créer des fichiers. Je peux créer des dossiers sans aucun souci ou un problème sur la machine. Donc, je peux créer ici avec par exemple, ce PowerShell-là. Donc, il peut déterminer get alarm copy. Ensuite, je teste des commandes qu'on peut être utiles dans votre environnement. Voilà. Les différents alias. L'alias, c'est-à-dire comme le dire, les réellement sont des alias. Le dire, c'est l'équivalent get child item. C'est-à-dire, si je suis dans un dossier, bon, il faut déterminer un dossier pour déterminer le child item de ce dossier, c'est-à-dire les membres. Voilà. Donc, j'ai créé des fichiers avec PowerShell. Je peux modifier même ici avec PowerShell. Je peux faire get, set. C'est pour modifier. Oui. Je peux faire invoke. Invoke, il nous aide à se connecter à distance. Voilà les commandes qu'on peut utiliser. Donc, chacun d'entre vous, il peut créer un fichier ou un dossier à travers le PowerShell ou à travers euh, les commandes CMD. Mais le PowerShell, en fait, c'est plus riche sur le système. Voilà, donc je quitte cette machine, je quitte ces machines-là. Je peux fermer, bien sûr, hein. Si je veux fermer la machine, je peux faire arrêter. Je peux le supprimer aussi. Je vais supprimer ces machines parce que je n'ai pas besoin dans mon environnement de travail. Donc, j'applique toutes les interfaces réseau, IP public, le disque, tout ça. On va le supprimer. On attend un peu la suppression de la machine. Et voilà, on a supprimé les machines. Je peux supprimer aussi cette VM Linux qu'on a déjà créée parce que pas besoin actuellement. On a déjà fait la démonstration comment on a créé. Mais pour votre cas, vous pouvez les installer sur Vim, VirtualBox ou VMware Workstation. Ça sera très intéressant. J'ai déjà fait la démonstration. J'ai d'autres groupes que je vais le supprimer pour éviter parce que c'est sur le cloud, donc on va éviter le gaspillage d'argent.
Je vais supprimer cette ressource qui s'appelle Medusion. Je dois la supprimer parce que ça va engendrer beaucoup d'argent. Voilà, si tu veux voir les programmes sur la machine, donc vous avez programme, non, programme. Voilà, add or remove program, c'est-à-dire ajouter ou supprimer un autre programme. On y a l'application qu'on doit l'ajouter, peut-être bénéfique à l'utilisateur. Donc ici, j'ai sur ma machine, par exemple, 159 applications. Je vais vous montrer comment on peut désinstaller des applications. Par exemple, ici, je vais installer cette application, j'ai pas besoin. Quoi d'autre? Cortana. Hmm. Donc, j'ai des applications ici. J'ai des fonctionnalités suivantes. Je peux donner. Donc, je peux installer des applications bien déterminées. Donc, je peux faire beaucoup de choses, hein. Par exemple, ici, si je veux l'installer, désinstaller l'OpenSSH. Voilà. Default Maps. Donc, voilà, les applications qu'on a déjà installées. Le Zip, le Word, sont tous des programmes hein, qu'on a ajoutés. C'est pas par défaut, on n'a pas ça. Par défaut, on n'a pas ça. La Azure VPN Client, Calculator, le Camera, le Canon, le Git. Il y a plein de services de serveurs qu'on a déjà installés sur cette machine. Mais il y a d'autres, hein. Donc, on peut Nova, par exemple, si je vais installer, je n'ai pas besoin. Voilà. Je peux désinstaller un autre programme, hein. Bon, les programmes qui sont à ignorer parce que j'ai pas utilisé ça. Voilà, c'est un cours de désinstallation. Si tu veux installer, ici, puisque nous sommes sur Windows, il accepte les applications XE et MSI. Et donc, tu télécharges la version et tu l'installes directement sur votre propre machine sans aucun souci. Donc, c'est qu'en cours de désinstallation. Il va faire la désinstallation de quelques programmes qu'on n'a pas besoin. C'est ça l'idée. C'est pour démontrer. J'ai un autre programme qui s'appelle QGIS. Je vais le désinstaller. Comme ça, vous avez une idée sur même les tailles, hein. Donc ici, sont 3 mégas, 9, à peu près 10 gigas, 5,6 mégas. C'est 1 giga. Donc je vais le supprimer parce que j'ai pas besoin. J'ai utilisé auparavant, mais maintenant, à ignorer, il n'y a rien. Donc, il y a un cours de suppression de fichiers. De fichiers qui correspondent à un plan ou à un programme informatique, bien sûr. Voilà. Donc, on va patienter un peu.
Voilà, c'est désinstaller les plus wait. On va attendre. Voilà. Donc, vous pouvez bien sûr désinstaller ce que vous voulez. Si vous voulez installer des programmes, c'est très simple. Il faut télécharger quelque part de Internet et voir ce qu'on va installer, un programme PDF ou autre, hein. Donc, il y a plein de systèmes ou de plans qu'on peut les télécharger et bien sûr les utiliser dans notre environnement, c'est-à-dire télécharger, mais autre que télécharger, c'est l'installer. Donc l'installation elle est très simple sur Microsoft, donc c'est double-clic, donc on fait le clic double fois au système et de cette façon, on peut l'installer sans aucun souci sur la machine ou sur côté utilisateur. Voilà, vu que la machine a été supprimée, on trouve rien. Donc, il trouve un petit fatal erreur côté réseau. Vous voyez, c'est le réseau. Voilà, donc ici, on a fait quelques démonstrations sur l'installation, désinstallation des programmes. Vous avez maintenant une idée globale sur le système le système d'exploitation, que ce soit Windows 10 ou Windows ou Linux, on a fait Ubuntu, on a fait l'installation, on a fait l'accès avec SSH, avec RDP. Voilà, donc on a vu les installations des programmes, la différence entre les programmes, comment naviguer dans le Windows 10, créer des fichiers, même sur Linux, comment naviguer. Et ce sont les premiers steps, c'est-à-dire dans l'apprentissage sur le système d'exploitation. Comme ça, vous avez une idée globale sur tous les systèmes existants. Et voilà, donc j'espère que cette démonstration a été bénéfique pour tous les candidats et j'espère que les différents candidats sont capables de, comment dirais-je, à refaire ce qu'on a déjà vu en classe, à moyennant que les machines, on peut les créer facilement avec VMware ou VirtualBox. Et comme ça, vous avez une idée sur les différents systèmes d'exploitation existantes et ce qu'on peut le faire, c'est-à-dire à travers des plans ou des programmes qu'on peut les télécharger et l'installer sur nos machines. Voilà, cette séance vient d'achever. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine séance. Bye bye.